Ouais, je sais. France, souveraineté économique. Dans le collimateur des juridictions américaines, certaines entreprises françaises ont demandé l'appui du ministère de l'économie en 2020. Le service d'information stratégique et de sécurité économique, le SIS, préconise d'utiliser la loi de blocage de 1968 contre les procédures extraterritoriales américaines qui visent les entreprises françaises. C'est dans ce but-là que le SIS avait été créé en 2016. En effet, il s'agissait de se défendre contre les procédures américaines lancées contre les entreprises françaises dans le but d'obtenir ou d'extorquer des informations ou d'obliger les entreprises françaises à travailler avec les États-Unis. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Alstom, vous en avez certainement déjà entendu parler. Dans cette affaire, Frédéric Pierucci, qui était un cadre d'Alstom, a subi une procédure bidon qui l'a conduit en prison aux États-Unis et qui a forcé Alstom à vendre une de ses filiales avec l'accord du gouvernement français. Alstom avait vendu donc à ce moment-là cette filiale à l'entreprise General Electric, une entreprise américaine. Pour plus d'informations, je vous conseille d'aller voir l'interview de Frédéric Pierucci par les équipes de Thinkerview sur YouTube. En 2019, le CIS a décidé de recruter du personnel et de s'armer en ce qui concerne le big data pour pouvoir lutter plus efficacement pour la souveraineté économique. Et elle s'est aussi rapprochée des services de renseignement intérieur et extérieur, la DGSE et la DGSI. Et ça a permis peut-être de changer aussi la doctrine française des renseignements vis-à-vis des États-Unis et d'arrêter un petit peu la doctrine qui est très atlantiste et très américanophile. Réforme des retraites. Bruno Le Maire entre en campagne pour la reprise de la réforme des retraites. Il s'agit pour lui de rassurer l'Union européenne qui s'apprête à donner les 750 milliards d'euros du plan de relance aux pays les plus vertueux. Il faut aussi rassurer le FMI qui s'inquiète de la dette élevée de la France malgré les taux d'intérêt très bas. C'est pour ça que le FMI encourage la France à continuer sur la voie des réformes, notamment la réforme des retraites, mais aussi la réforme du chômage. Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du syndicat patronal, le MEDEF, estime lui aussi que les mesures paramétriques comme le départ, l'âge de départ à la retraite ou encore la durée de cotisation doivent être prises avant 2022. Ceci dit, Bruno Le Maire est un tout petit peu seul dans la majorité, puisque Jean Castex est réfractaire à cette décision, et que Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, serait plutôt pour décaler la réforme au début d'un éventuel second mandat. Ce qui signifie qu'en fait, lui, il veut enjamber l'élection, éviter de diviser les Français tout de suite pour ne pas risquer de ne pas passer le premier tour, et éventuellement la caler en début de second mandat. Économie. Le patron de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que la France devra s'armer d'une stratégie en ce qui concerne le surendettement. Elle doit s'appliquer d'ici 2022. Il est absolument évident que la France doit avoir une stratégie puisque la dette qui atteignait 100% du PIB avant la crise du Covid atteint maintenant 120% du PIB, ce qui est absolument gigantesque. Ceci dit, normalement, les banques centrales dans les pays ont le pouvoir d'imprimer la monnaie. Donc, normalement, la Banque de France est censée exécuter la stratégie de la France en matière de dette et de monnaie. Mais, comme les pays de l'Union européenne ne peuvent plus imprimer leur propre monnaie depuis le traité de Maastricht, eh bien, le propre gouverneur de la Banque de France est à la tête d'une institution qui n'a plus de pouvoir en matière de dette. Donc, en réalité, si le gouverneur de la Banque centrale française nous demande de rembourser nos dettes, c'est parce que la Banque centrale européenne elle-même nous demande de rembourser nos dettes. Et cette demande de remboursement se fait en échange du versement des sommes du plan de relance, c'est-à-dire sous la menace. Donc, souvenez-vous bien que le rôle principal du gouverneur de la Banque de France, c'est de nous donner ses prévisions de croissance annuelles pour faire plaisir à la Banque centrale européenne et ensuite de les revoir à la baisse quasiment chaque année, systématiquement. Pour votre culture, l'article du traité de Maastricht qui nous interdit d'imprimer notre monnaie, c'est l'article 104, qui est devenu l'article 123 du traité de Lisbonne. États-Unis. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.
Cette ancienne colonie espagnole est occupée militairement par le Maroc depuis les années 70, c'est-à-dire le moment où l'Espagne est partie du territoire. Le conflit entre la monarchie marocaine et les indépendantistes sahraouis dure depuis les années 70. En échange de la reconnaissance américaine, le Maroc a accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec Israël. L'Algérie dénonce un plan de déstabilisation de la région par les États-Unis. Il faut dire que l'Algérie soutient les indépendantistes sahraouis parce que l'Algérie compte sur éventuellement un accès aux matières premières de ce territoire dans le cas où il deviendrait indépendant. Visiblement, la reconnaissance américaine est contraire au droit international et un référendum sur la question de l'indépendance devait être organisé depuis 1975 et il n'a encore jamais eu lieu. Que le Maroc ait normalisé ses relations avec Israël peut l'isoler diplomatiquement dans le Moyen-Orient avec les autres pays musulmans. Et ça, c'est un risque que normalement le Maroc n'aurait pas dû prendre, puisque ça a déjà eu lieu dans l'histoire des relations internationales dans le Moyen-Orient, qu'un pays arabe se trouve isolé parce qu'il a pris position plutôt en faveur d'Israël. Donc je trouve que cette position du Maroc est absolument étonnante et elle montre à quel point le pouvoir marocain était motivé sur le fait d'avoir le territoire sahraoui, au point de risquer ses relations diplomatiques avec les autres pays musulmans en soutenant Israël. Argentine. L'Argentine est quasiment en situation de défaut de paiement de sa dette qui s'élève à 325 milliards de dollars, 90% du PIB argentin. Le FMI s'est chargé de définir un plan de remboursement de la dette. Ce plan concerne les 44 milliards de dollars souscrits par le précédent président Mauricio Macri pendant son mandat qui a duré de 2015 à 2019. L'actuel ministre de l'économie argentin, Martín Guzmán, a réussi à négocier à la baisse les intérêts de sa dette. Toutes les tractations actuelles sur la dette argentine sont cruciales parce que la quasi-totalité de la dette argentine s'est contractée à l'étranger et donc il y a un risque pour l'Argentine en cas de défaut de paiement que tous ces créanciers aillent au tribunal en même temps pour recouvrer la somme de leur dette. J'ai cru comprendre que les négociations avec les créanciers privés avaient abouti à de vrais accords favorables au gouvernement argentin, mais le gouvernement argentin a aussi contracté des prêts auprès du FMI et apparemment les négociations auprès du FMI seraient extrêmement difficiles parce que le FMI accorde peu de rabais. C'est à suivre.